le Pitch Club. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club, le Pitch Club Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, c'est pas vraiment un raconteur de bonnes histoires qu'on a, c'est plus un metteur en scène. Quoique. Ah oui. Quoique. Pourquoi pas, il peut Je suis pas raconter des d'accord. bonnes histoires. Alors Mousse, pourquoi est-ce que tu es pas d'accord? Non, parce qu'il y a plusieurs façons de raconter des histoires. Et notre ami Papy qui est là raconte des histoires par rapport à d'autres personnes qu'il a en face de lui. Je crois qu'il fait, il fait dire des histoires à d'autres. des histoires aux autres, c'est un truc de ouf. Mais il fait partie des storytellers. Donc on va en parler. Et d'ailleurs, juste en préambule de l'émission, on avait discuté avec toi, Papy. Ouais. Et tu nous dis que tu avais fait de la radio. Alors c'est quoi cette histoire de radio? Cette histoire de radio, ça fait partie des médias que je trouve les plus magnifiques. Pourquoi? Parce que ils touchent les gens au cœur directement. On n'a pas le problème de l'image et on n'a que le son et le verbe. Et le verbe, c'est le cœur. Donc c'est ce que j'essaie de défendre aussi avec les artistes avec qui je travaille, qui ont effectivement le verbe en leur pouvoir. Et la radio a ce pouvoir-là d'aller toucher les cœurs parce qu'on fait mieux passer l'émotion par le verbe, par les nuances qu'on va y mettre. Et je trouve que la radio, c'est le média le plus populaire qui soit. Parce que une radio ça coûte pas cher et on peut la trouver partout aujourd'hui et en plus avec le développement d'internet, une radio c'est le monde qu'on touche. Oui, c'est surtout quand ça fait appel à l'imaginaire. On peut imaginer une voix, on imagine effectivement la gueule de l'emploi. Là les gens pensent que j'ai 20 ans, que je suis superbe et tout, c'est pas le cas. Mais voilà, mais ils peuvent aussi par ma voix imaginer ce que peut être un papy qui vit dans le monde de l'humour depuis quelques années. Alors, juste pour te présenter auprès des auditrices et auditeurs, comment on pourrait te présenter? On me présentait comme effectivement, je suis un comédien, je suis un metteur en scène, je suis surtout issu de l'improvisation théâtrale, je suis un directeur de compagnie, un directeur de troupe, et un mec qui aime bien s'amuser. Et aussi un arbitre. Et aussi un arbitre de match d'improvisation théâtrale, bien entendu. Super arbitre. Bien avant la VAR. Bien avant la VAR, ouais. Parce qu'au foot, quand il y a une décision arbitrale. Ça. Ouais, non, mais la vidéo pour savoir qui a raison, qui a tort sur un. Oh là, oui, non, mais c'était avant ça. C'est bien avant ça. Il n'y a pas encore la vidéo chez vous, il n'y a pas... Oui, j'ai un côté dinosaure par rapport à un mouvement qui est le mouvement du stand-up en France qui débarque dans les années 90. Effectivement, on est dans cette nouvelle forme et je suis un des premiers à mettre en scène effectivement quelques artistes qui vont se confronter à cette manière de monter sur scène et d'interpeller le public. Alors juste pour préciser, là on tourne l'émission au Paname, donc là, oui. On est sur la scène du Paname face au public. Au lieu du stand-up justement et de ce qui est super au Paname, c'est on vient s'essayer, on vient se confronter à un public dans une ambiance qui est celle vraiment à l'américaine dans un café avec une boisson et voilà, on se confronte à un public qui devient exigeant parce que il en voit passer. Donc et c'est cette ambiance là aussi qui est l'ambiance vraiment du coup plus stand-up que seul en scène avec mise en place théâtrale. L'improvisation et le stand-up pour toi, c'est lié, mais comment? C'est lié du fait que on est, il n'y a pas de quatrième mur, que ce soit en impro ou là, on est obligé de faire dans le temps présent avec le public. Après, la seule différence qu'il va y avoir, c'est que l'impro, on est obligé de créer dans l'instant. On est avec l'autre et on crée on est dans une pression temporelle forte. On doit arriver sur scène et inventer une histoire. Dans le stand-up, on a quand même écrit avant. Donc, il y a un passage par l'écriture et de répétition qu'il n'y a pas dans ça. Mais, on a la même volonté d'être le plus au présent possible dans ce qu'on raconte. Pour que le public, il ait l'impression que ça vient de nous arriver. Comme si c'était improvisé. Comme si c'était improvisé. Ouais. Alors, il y a toujours il peut y avoir une part d'impro, parce que l'impro, elle va venir de la réaction du public. Comment j'utilise la réaction du public? Comment je fais respirer le public dans mon rythme? Et ça, c'est de l'impro pour le coup. Et puis des fois, ça va tenir à rien. Une fulgurance en stand-up, on peut se la permettre. Parce que quand je dis une fulgurance, c'est d'ailleurs d'un seul coup, dans ma tête, il se passe un truc, il y a un bon mot qui vient parce qu'il y a une réaction particulière et je tire cette cartouche. Il y a la trame, il y a le texte et puis il y a les cartouches. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent, ils ont des revolvers et ils sont toujours prêts à dégainer une bonne vanne, un truc qu'ils ont déjà expérimenté.
mais elle est là, elle est en poche et elle est prête à être tirée. Alors comment on fait par exemple pour prendre, je prends un comédien lambda qui a jamais fait d'impro, comment tu fais pour lui fournir justement ces cartouches pour qu'il puisse interagir avec le public de la bonne manière? Déjà, il faut qu'il y ait, c'est quoi sa singularité? Qu'est-ce qui fait que ce gars-là va avoir quelque chose de spécial, quelque chose de différent? Et donc pour moi, ça va être surtout de discuter avec lui avant tout et de savoir qui il est vraiment. Qu'est-ce qu'il vient foutre pour monter sur scène et avoir le culot de dire aux gens, hey, les gars, j'ai un super truc à dire. Il faut que ce soit effectivement très urgent. Il faut que ce soit pour lui vital. Et c'est là où certains se trompent. Il y a un semblant de facilité à monter sur scène. Je suis habillé normalement, je monte sur scène et je raconte une histoire. Oui, sauf que il faut c'est qu'est-ce que tu racontes. Et surtout, cette histoire, faut qu'elle nous intéresse. Même si c'est la même histoire que le copain qui vient de passer avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que la tienne, elle est plus drôle? Qu'est-ce qui va faire que la tienne, elle a une singularité? Alors, elle peut être dans la voix, elle peut être dans l'humeur, elle peut être dans une posture, elle peut être dans une âme, qui est différente. Mais surtout, c'est être très clair avec sa propre posture. Être très clair avec soi-même. Moi, que je lui dise, je vais pas lui dire, fais ci, fais ça. Je vais dire, mais qu'est-ce que tu me donnes à voir? Qu'est-ce que tu me donnes à entendre? Ça, je l'ai déjà entendu. Qu'est-ce que tu me donnes à entendre de nouveau? Jusqu'à ce que je dis, tiens, ça, c'est marrant, je l'ai pas encore entendu. Donc là-dessus, creuse, va plus loin sur cette idée-là, va plus loin sur cette posture, va plus loin sur, tiens, il y a un aspect de ton père, de toi qui est vraiment intéressant, que j'ai pas vu, qui est nouveau. Et c'est ce qui va faire la différence. Parce que les textes, tu vois, je dis toujours, un des trucs que je dis, les chansons d'amour, c'est toujours des chansons d'amour. Sauf que l'interprète est différent, sauf que la façon de la moduler va être différente, qui fait que c'est la même chanson, on raconte toujours la même histoire, mais différemment, parce que tu es une singularité, parce que tu es une individualité. Et si ces individualités-là sont pas mises en avant, sont pas creusées, sont pas affirmées, on ne te voit pas. Avec les humoristes avec qui tu travailles, les thématiques recherchées, comment vous les trouvez? C'est des discussions, c'est des... Alors moi, je parle beaucoup de ça. Dans mon travail, ça va être beaucoup de essayer de comprendre ce qu'est cette personne en face de moi et qu'est-ce qu'elle a, elle, à donner. C'est surtout ne pas, moi, projeter. Moi, je demande, tout le monde me dit, oui, si tu veux, je t'apporte tes textes, je te montre mes textes. Je dis non. On m'en fout de tes textes. Toujours partir d'une page blanche, en fait. Pas tant que ça, de partir même s'il a des textes, je veux les entendre de sa bouche. Oui. Parce que je sais pas où est la particularité. Si la personne a une voix super aiguë, et bonjour arrive comme ça, je dis, attends, c'est ta voix. Moi, j'aurais pas eu ça quand j'aurais eu son texte. Et par contre, sa voix aiguë peut être super intéressante parce qu'elle va moduler autrement le texte. Et sinon, moi, je vais avoir projeté quelque chose sur elle qui est pas juste. Donc moi, ça m'intéresse pas. J'arrive, je veux être le premier quidam, je veux être étonné, je veux être un Candide en face de la personne avec qui je travaille. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas moi qui vais me projeter sur elle, c'est elle qui va projeter quelque chose au public. Et donc, il faut que ce soit le plus vrai possible. Et donc, c'est ça qui est compliqué dans notre posture de metteur en scène, c'est mettre son ego de côté, mettre ce qu'on a envie de dire sur le côté. Si la personne, elle est graveleuse et que c'est son truc d'être, alors que c'est pas du tout mon affaire, faut qu'elle y aille à fond. Faut que ce soit clair pour elle. Si c'est clair pour elle, il n'y a pas de problème. On peut aller n'importe où, on peut tout dire. Maintenant, il faut être très sincère. Alors, j'avais interviewé Monsieur Fraise qui t'a travaillé et quoi, je lui ai demandé d'avoir un avis, enfin de demander son avis par rapport à toi. Et il me dit que Papy, c'est quelqu'un d'hors norme qui a vraiment l'intérêt du prochain. Il ne voit pas le côté financier. On s'est reniflé. En plus, j'ai vu qu'il avait des miettes sur le ventre. Il n'est pas du tout dans les codes du milieu, d'où peut-être son intérêt pour Monsieur Fraise. Oui, parce qu'avec Marc, c'est une connivence, c'est vraiment une rencontre. Alors, il y a ça aussi. Moi, je dis souvent à des gens qui veulent travailler avec moi, ça va dépendre de ton niveau de connerie. Parce que le mien, il est très très élevé. Donc, si t'as pas la connerie à mon niveau, ça va être compliqué pour s'entendre. Qu'est-ce que t'appelles la connerie? Alors, la connerie, c'est tout ce côté malicieux qu'il peut y avoir chez quelqu'un. La connerie, pour moi, c'est l'œil qui frétille je vais faire une blague, mais il faut être dans la générosité. Pour moi, la connerie, c'est quelque chose de généreux, quelque chose d'espiègle. C'est quelque chose, je pourrais te mettre plein de termes de ce côté-là. La connerie, c'est pas, c'est justement, après, il y a la connerie, il y a la déconnade, il y a la potacherie, tu peux avoir plein de choses différentes. Moi, la connerie, il faut que quelqu'un ait de la malice en face de moi. Il faut que quelqu'un ait du bonheur à jouer. Tu peux être le plus violent possible dans ton texte, mais si derrière, il y a un humain adorable
et sympa, tu peux y aller. Le public t'en voudra jamais, parce qu'il va sentir qu'il y a ça. Par contre, si t'es qu'un violon sur scène, qui a pas fini sa psychologie, qui a raté son psy, là par contre c'est dangereux. Donc la connerie pour moi c'est ce décalage que tu vas pouvoir avoir sur la vie, sur les gens, sur les autres, qui va te permettre de nous donner à voir quelque chose d'étonnant. Voilà. Alors après un Fraise, on s'est reconnu en fait, parce que au-delà déjà qu'il a un niveau de connerie très 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 élevé, même plus haut que moi, j'ai reconnu le clown que moi aussi je peux être. Et donc aussi c'est de la connivence. Mais après c'est particulier, ça tu l'as pas avec tout le monde. Là on est des compères. À quel moment tu sens que tiens avec lui il y a une bonne connerie? Tu vois le taux de connerie quoi. La discussion, c'est. Ouais, c'est la discussion. Moi honnêtement, c'est pas forcément au plateau que ça se joue. Hein. Ça joue peut-être au café avec un café où tu discutes avec le copain de choses et d'autres. Et que d'un seul coup, tu dis, OK, on va pouvoir faire affaire parce que moi, j'ai toujours été ce truc de gamin de banlieue. On est une bande et on va faire des coups. On va faire des coups. Et donc, là, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je veux être le copain qui fait un coup avec le pote ou la pote qui monte sur scène. Et il y a cette connivence-là. Il y a un côté tribal. Il y a un côté, aussi de famille. Donc, il faut se reconnaître. Quelqu'un à qui j'aurais des difficultés, ne serait-ce que de fond, de sens, parce qu'après il y a aussi socialement, enfin tu vois, un Zemmour, je suis pas sûr que ça me fasse beaucoup rire longtemps, quoi, tu vois. Mais voilà, après il y a aussi qu'est-ce qu'on défend. Donc et là où il a raison, Marc, c'est que moi j'arrive. Je suis le premier fan de la personne, quoi. T'évoquais la banlieue, parce qu'en fait, tu viens de Trappes, c'est ça? Ouais. T'es né à Clermont-Ferrand, mais t'as répété. Je suis resté à peine 2 mois à Clermont-Ferrand. Donc t'es pas vraiment auvergnat? Je suis pas vraiment auvergnat. Non, pas vraiment. J'étais j'étais un bâtard. Il fallait donc s'éloigner de la famille originelle, et que du coup, après, j'ai été jeté à Trappes chez une nounou, un tata, une tonton qui était juste magnifique, qui étaient des gens d'une... si tu veux, c'était une maison du bonheur où il y avait plein de gamins, donc des mecs comme moi qui étaient là en permanence et qui étaient abandonnés là. Et quelle chance j'ai eu d'être abandonné chez Tata Tonton. Si ça m'a construit aussi, parce que quand je te parle de tribu, de tribal et tout, moi j'étais dans une maison où on avait pas de sang en commun. On était élevés là chez Tata Tonton, dans cette ambiance de petite ville de banlieue, à Trappes, et donc tu es élevé avec des potes. Donc pour moi, l'idée de famille, elle est forte. Moi, la famille, c'est si je te reconnais comme étant de ma famille, t'es de ma famille. C'est pas la famille nucléaire forcément. Non, le nucléaire, non. Et Trappes, ça t'évoque quoi? Oui. Alors Trappes, c'est une ville qui est devenue emblématique. Alors j'y ai contribué, on va dire, parce que j'ai monté l'improvisation théâtrale là-bas dans les collèges en 89. Que du coup j'ai sorti Jamel, j'ai accompagné Jamel et on s'est construit l'un et l'autre. Et donc Jamel Debbouze réussit. À un moment, mais d'où vous venez? De Trappes, et on est venu voir ce que je faisais. Donc Jamel entraîne Omar, entraîne aussi lui des gens de son côté, recréer un comedy club par la suite. Puis au-delà de ça, Alban Ivanov qui commence avec moi, il a 11 ans, un Issa, il a 13 ans. Enfin voilà, c'est toute cette bande-là, Janan Boudili, et j'en passe, Marco, Sophia Aram vient aussi de ma compagnie, Arnaud de sa mère. Donc effectivement, d'un seul coup, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette ville de moins de 30 000 habitants? Il y a un mec comme moi qui accompagne les gens. Parce que c'est pas le tout de les révéler. Après, il faut les accompagner. Et des fois, c'est pas forcément en tant que metteur en scène. Arnaud de sa mère, je l'ai pas accompagné en tant que metteur en scène, puisqu'il avait ses potes qui faisaient partie de la compagnie et qui l'ont accompagné à créer son spectacle. Mais moi, avec ma compagnie, j'ai soutenu la création du spectacle. Comment c'est venu la première étape de la compagnie? À quel moment tu l'as créée? Eh bien, écoute, je monte un projet avec un prof de gym, Jean Jourdan, sur la ville, qui s'appelait Trappes Impro.
Et on se dit, parce que j'avais découvert l'impro dans les années 80 et je trouvais ça génial, et donc du coup on s'est dit ça serait super que les collèges et le lycée de la ville fassent de l'impro et des associations et tout ça. Et ouais, tu veux pas être coordinateur? Moi, il y a un pote qui me dit ouais, viens, on va faire un coup. Moi, je dis bah ouais, je suis partant. Je suis toujours partant en fait pour faire les conneries. Donc je monte ce truc de Trappe Impro, je coordonne l'activité et puis bah je commence à être dans les collèges, tu vois, ça monte. Puis un jour, t'as un Jamel qui débarque, qui fait ouais, papy, écoute, c'est super. Regarde, je voudrais écrire des sketchs. Bon bah vas-y, je lui passe mon ordi, écris un sketch. On se met dans une salle, on répète et on invente un premier spectacle qui s'appelait C'est tout neuf, ça sort de l'œuf, donc que peu de gens ont vu et qui était peut-être un de ses meilleurs spectacles. Il a jamais été capté, il y a pas de. Alors il y a eu une captation, mais si tu veux, pour la petite histoire, Canal+ m'a demandé une fois, mais donc on avait ça sur des cassettes à l'époque, ouais. Et si tu veux, et ils me les ont jamais rendus. Donc je sais pas, il y a peut-être. C'est quelque part dans leur coffre. C'est quelque part où un mec les a égarés. Enfin ils m'ont dit on les a jamais retrouvés, je sais pas quoi. Donc toujours est-il que les captations ou le peu de captations qu'il y a eu. Elles sont quelque part, je sais pas où, peut-être détruites, ou peut-être il y a un mec qui thésaurise ça, qui est assis dessus, et qui les ressortira à la mort de Jamel. Paix à ton âme. Et vous l'avez écrit à quatre mains. Comment c'était quoi? Tu sais, moi, je suis pas un auteur. D'accord. C'est-à-dire que moi, je tiens pas à mettre ma patte sur ce qui s'écrit. Alors après, dans les conneries, quand ça part, tu vois, tu peux avoir une bonne vanne aussi, et le copain la prend et tout. Mais c'est vraiment la personne qui écrit. Donc Jamel, il a écrit ses sketchs. C'est lui qui fait les dialogues, c'est lui qui fait les échanges. C'est le comédien qui va travailler. Si tu veux, c'est lui qui va écrire cette histoire. D'accord. Qui va écrire, c'est son verbe, parce que sa singularité, elle est aussi dans les choix de ses mots, elle est pas dans les choix des miens. Donc ça aussi, j'ai développé au fil des années une sorte de maïeutique artistique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accoucher le talent, c'est pas d'être le talent à la place du talent. Moi, j'ai pas de talent. Peut-être que si le seul que j'ai, ça va être d'être à une écoute très particulière, ce que t'apporte l'improvisation théâtrale. Oui. L'improvisation théâtrale, c'est vraiment un gros travail d'écoute de l'autre pour créer avec lui. Et moi, j'ai développé peut-être ou surdéveloppé cette capacité à écouter l'autre dans ce qu'il a de sincère, de vrai, de lui, de particulier, et c'est ça qui va faire la différence, je pense. Qui fait que je suis un metteur en scène très en vue. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes stand-uppers de commencer par l'impro ou d'en faire en complément pour se renforcer en termes de technique? C'est un très bel outil. C'est un très bel outil. Pourquoi? De posture d'écoute de l'autre. Parce que souvent, si tu veux, on va avoir des gens qui vont avoir travaillé devant leur miroir, avoir travaillé chez eux, et d'un seul coup, ils vont se débarquer devant un public et il va y avoir un public qui n'est pas un miroir, qui est des êtres vivants. Alors que l'improvisation théâtrale, on est dans une urgence temporelle de créer avec l'autre. Et donc l'autre, ça peut être le public aussi. Ça sera le public après pour lui quand il sera seul en scène. Mais cette capacité d'être à l'écoute de l'autre, de le regarder, ne serait-ce que le regard, ne serait-ce que de porter le regard sur l'autre. Quand tu es en public, si tu fais celui qui voit rien et tout, non. Il faut aller donner du regard, choper des regards, et comment dire. Et donc c'est un appui. Et donc ça, tu vas le travailler en improvisation théâtrale. Tu vas travailler ta capacité à faire que ton imaginaire soit le plus ouvert possible, de te censurer le moins possible pour pouvoir créer avec l'autre quelque chose, une histoire. Parce que la pire personne en fait quand on écrit, c'est soi-même. C'est l'autocensure, c'est toutes ces exigences qu'on peut se mettre qui sont peut-être trop forte. Moi, je préfère, tu vois, tout à l'heure, j'étais avec une personne qui m'a montré ses textes et tout, qui était bourré de fautes, mais c'est pas grave, parce que l'intention était juste. Et voilà. Et je lui dis surtout, on continue à écrire. Continue à ça. C'est pas grave. Ne te culpabilise pas, parce que la personne a presque honte de son écriture. Et ça, c'est pas bon. Tu penses qu'il y a beaucoup de comédiens qui s'autocensurent, je pense. Ou alors moi, le pire, pour moi, c'est quelqu'un qui fait une vanne homophobe et qui dit, mais moi j'aime bien les homos. C'est que tout le monde justifie tout. Si tu fais une vanne sur les homos, homophobes, assume-la. Parce qu'autrement, ça veut dire que t'es pas clair sur cette histoire-là. Donc tous ceux qui arrêtent pas de justifier, ils font une attaque, puis derrière il la justifie en se disant mais non, mais moi je suis pas comme ça. Non, t'es comme ça, parce que si tu dis ça, c'est que t'es un peu comme ça. Le tout, c'est de l'assumer, parce que c'est là où c'est fort.
Mais par contre, faut l'assumer, il faut l'étayer, il faut l'argumenter, faut montrer que c'est du spectacle. Et c'est toute cette nuance-là, dire quelque chose que t'as sur le cœur, ça s'appelle du slam en fait. C'est pas du stand-up. Stand-up, tu dois avoir quand même la volonté de faire rire à un moment donné. Oui. Ou alors c'est autre chose. Le stand-up, c'est quand même une écriture particulière, et donc t'as un personnage de stand-up à faire, même si c'est très proche de toi. Qu'est-ce qui va créer le décalage qui va te permettre d'imaginer, d'emmener les gens dans un imaginaire ou dans une surprendre. Ouais, le surprendre, puis l'emmener dans ce que tu es toi, dans ce que tu apportes comme monde. Et si t'as pas un personnage sur lequel tu peux te reposer, c'est autant se mettre à un bistrot et écouter les mecs qui sont à côté de moi. Qu'est-ce qui va faire que c'est différent là d'être sur scène? Parce que des fois il y a des très bonnes punchlines dans les bistrots. Ah mais bien sûr, il y en a qui en ont fait les brèves de comptoir, oui. Qui en ont fait des spectacles. Donc Coluche notamment, d'ailleurs, ouais. Une référence à Coluche avec ton nom. Alors Papy, ouais, effectivement, ça vient de là parce qu'en 5e, il y avait Papy Mougeot de Cajar dans un des sketchs de Coluche, et moi comme un con, ce personnage me plaisait bien, donc je faisais rire les copains en faisant Papy Mougeot de Cajar dans la classe. Sauf que t'es en 5e, c'est tes potes, ils t'appellent Papy. Puis tu les as en 4e, tu les as en 3e. Donc tout le monde t'appelle Papy. Et puis t'arrives au lycée, c'est Papy qui arrive au lycée. Donc on continue à t'appeler Papy. Je fais de l'impro, il y a une nominette, je mets Papy sur la nominette, ça semble normal. Voilà, donc Coluche, je lui dois ce surnom. Et vous auriez aimé bosser avec Coluche? Là, t'aurais aimé bosser avec lui? Ah ça fait partie des grands monsieur de l'humour. C'est une autre génération, mais ce qu'ils ont fait avec le Café de la Gare, c'est une troupe. Encore une fois, on voit bien l'idée de troupe. C'était déjà de l'improvisation à l'époque avec Romain Bouteille. Mais avec Romain Bouteille et tout. Ouais. Mais ce que Coluche dit aussi, c'est que lui, il arrêtait pas de piller les vannes et tout ça. Ses potes et tout ça, mais ce que tout le monde fait. Enfin, là, on fait tout un smala. Oui, mais alors ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est ma vanne. Mais non. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Souvent, là, qui disent une poésie, ça appartient à celui qui l'a dit. C'est-à-dire un poème, tu vois, c'est comment tu le dis, c'est pas forcément celui qui l'a écrit. Ouais, Molière, Don Juan, il l'a piqué à un Espagnol, qui l'avait piqué lui-même à un Italien. Sauf que si tu prends le truc, alors tu peux dire tes références. J'ai des références où ça t'a inspiré. Maintenant, si tu le reprends textuellement avec le même truc, c'est. Par contre, si t'en fais quelque chose de plus fort, c'est comme une musique qui est reprise et qui est refaite. Après, c'est des histoires de droit, de machin et tout ça. Maintenant, le tout, c'est d'être honnête. Si tu dis je l'ai pris là, mais par contre, j'en ai fait quelque chose d'extraordinaire. On va garder ta version. Hein. Ouais, c'est comme en jazz, il y a les standards. Après, il y a différentes formes. C'est ça. Au contraire, moi, je trouve que certains ont cette attitude-là, d'ailleurs, de dire non, mais allez-y, prenez. Hein. Par contre, faut être meilleur que moi. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors après, c'est il y a l'inspiration, d'où ça vient. Après, c'est pour ça. C'est ce que je dis sur les chansons, tu vois. Je dis pas il faut aller piller les copains et tout ça. C'est pas du tout. Au contraire, c'est trouvez-vous ce que vous avez à dire et la façon de le dire. Maintenant, il y a des choses qui se ressemblent. Après, aller te dire oui, c'est lui qui me l'a piqué, c'est machin. Si t'en es là, c'est que t'as plus rien à dire. Hein. Donc, non, je trouve que oui, ça peut faire débat. C'est une histoire de conscience, de sincérité et autres. Maintenant, si effectivement il y a quelque chose qui t'a inspiré, ça reste une inspiration. C'est pas non plus. Voilà. Après, on verra ce que ça donne. Mais après, on va dire, non, mais Papy, il incite les gens à, non. Soyez vous-même. Et même si vous redites des choses qui sont déjà dites et tout, voilà. Moi, il y a plein de gens qui sont venus, ouais, vas-y, détecte-moi. Pardon? Il y a gamin qui vient me voir qui me dit, ouais, vas-y, détecte-moi. Comment ça, détecte? Oui, parce que, vas-y, t'es Papy, le Papy de Jamel, donc tu peux me détecter. Je dis, mais qu'est-ce que t'as à me dire? Ouais, alors moi, je fais sur ma, je dis, écoute, si tu écris quelque chose, mais ne fais pas du Jamel. Fais autre chose. Qu'est-ce que toi, t'as à me dire? Ah bon, je l'ai jamais revu, hein. Donc, j'ai pas pu le détecter, ce pauvre garçon, mais voilà. Et ça arrive des fois qu'il y a des gens qui viennent vous voir, des artistes, et vous refusez de collaborer avec eux, parce que vous sentez justement qu'il n'y a pas l'étincelle, la folie. Je suis pas dans le refus, parce que j'ai un profond respect des gens. Je vais d'abord dire, on va se rencontrer, on va discuter.
et on va peut-être faire un truc ensemble. Et après, on se dit vraiment, est-ce qu'on peut travailler ensemble ou pas? Des fois, j'ai pas le temps. Souvent, aujourd'hui, j'ai pas le temps parce que l'être humain m'intéresse. Donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose. Mais ça m'est déjà arrivé de bosser au bout de 2-3 séances, de dire bon bah on arrête parce que on s'entend pas, on se comprend pas. Tu vois, où la personne pense que c'est facile et que c'est pas un travail, et que du coup quand tu dis bah tiens demain reviens avec ça et tout, et que la personne revient et on en est au même point, tu dis je suis désolé, j'ai pas le temps quoi. Ouais, est-ce que t'as pas le temps de... J'ai pas le temps de te réinventer au théâtre et te ça. Il faut que, en fait, quand tu viens sur scène, si tu joues pas ta vie, si c'est pas vital, si c'est pas pour les bonnes raisons qui sont, si tu viens pour faire du fric, ça va pas durer longtemps et tu vas pas faire beaucoup d'argent, ou alors tu vas peut-être flamber à un moment donné parce que t'as eu les réseaux, t'as su faire des choses, mais derrière t'as pas de fond, ça marchera pas. Avant tout, moi je viens, j'ai un truc urgent à dire. C'est déterminant. Si t'es pas dans cette situation-là et qu'il n'y a pas vraiment un truc où tu te dis c'est maintenant, mesdames, messieurs, il faut m'écouter, qu'au fond de toi, qu'il faut que t'aies cette vitalité de dire mais toutes les personnes doivent être concernées dans cette salle parce que je raconte, parce que c'est super important, que les tomates sont en train de pourrir sur pied, et ça c'est pas possible autrement, il faut sauver la tomate. Ça peut être extrêmement drôle si toi t'es profondément convaincu que ta vie est liée à ces tomates qui sont en train de pourrir sur pied. C'est vital d'être sur scène. Si c'est pas vital, Arnaud de sa mère, quand il vient me voir et qu'il me dit papy, je suis en train, et le mec il avait fait droit, il était dans une boîte, il était cadre dans une boîte de vente de machin, il dit mais en fait j'ai vu les collègues, ils me font peur, j'ai pas envie de devenir ça. Le seul endroit où je vis c'est sur scène. Je dis mon pote, il faut arrêter, il faut aller sur scène. Je t'accompagne mais il faut aller sur scène. Si c'est là où tu dois vivre, c'est là où il faut être. Tu vois, et il y a ce moment vital d'être sur scène. Et beaucoup de gens peuvent se tromper là-dessus. Le Pitch Club. Alors, avant d'être metteur en scène, t'étais éducateur. Et en quoi ton expérience d'éducateur t'a aidé pour ce travail de mise en scène? Alors, j'ai été éducateur pour d'autres raisons. Parce que ma situation de bâtard abandonné, ville de Trappes, qui s'en sort parce que tata, tonton sont des gens exceptionnels, qui l'aident à grandir correctement et à s'épanouir. J'ai l'impression que j'avais une culpabilité par rapport à d'autres gamins qui étaient des bâtards abandonnés, mais qui étaient pris par un système social qui les a cassés et qui sont devenus des gens errants sur cette planète avec des grosses difficultés. J'ai l'impression que j'étais passé à côté et que je devais rendre moi la chance que j'ai eue aux autres. Et donc j'ai fait des études d'éducateur de machin en pensant que qu'il fallait que je sauve cette partie de l'humanité qui avait pas eu ma chance d'avoir tata tonton. Mais je me suis rendu compte que c'était pas, à un moment donné, je me suis dit mais là t'es en train de régler des comptes toi avec toi-même, avec ton histoire et tout ça, et c'est pas là en fait où, parce que j'avais commencé à faire des trucs de clown et je trouvais que c'était bien le clown, que ça faisait rire. Des études de clown. Non, des études. Je faisais un master clown. J'étais un master clown. Non, je faisais une école de théâtre de clown, tu vois, du clown basique. Et je trouvais ça génial. Et j'adore le clown. Je trouve que c'est une des bases. Je me suis beaucoup formé sur le clown parce que je trouve ça basique aussi dans notre métier de savoir faire ça. Et voilà. Et donc du coup, si tu veux, à un moment donné, tu vas vers l'artistique. Et puis j'avais commencé l'impro. Je dis tiens, pendant 2 ans, je vais faire comédien. J'arrête tout, ce que je fais, éducateur, machin, j'ai arrêté tout ça. Et je dis, je vais essayer d'être comédien, on va voir ce que ça donne. Au bout de 2 ans, ça marchait pas trop mal. Je fais, on va continuer encore 2 ans. Et puis voilà, puis tu montes un spectacle, tu montes des trucs. Puis à un moment donné, tu lances, on te dit, j'étais éducateur sportif aussi à un moment donné pour bouffer. J'ai un brevet d'état d'éducateur sportif. Je suis moniteur de canoë-kayak. Bon, je sais plus maintenant m'en servir. Ah ouais. J'ai fait des trucs un peu bizarres. Mais voilà. Mais à un moment donné, voilà, le théâtre a pris sa place et ce qui peut rester de ça, c'est cette idée d'accompagnement de l'autre, que ce soit un Jamel, un Issa, Janan ou d'autres. Il y a quand même au fond de moi cette idée, en référence peut-être à ma tata, mon tonton, à l'histoire de famille, d'aider à continuer à accompagner les gens. Il y avait aussi cette idée d'urgence aussi qui était là déjà. C'est-à-dire que l'urgence de le faire, quoi. On est dans une sorte d'urgence de vie. Tu sais quand est-ce que tu meurs, toi, Mousse? Moi, pas. Tu vois, la vie n'est qu'une urgence, en fait.
après, faut prendre le bon train au bon moment, et puis profiter de toutes ces instants. C'est incroyable, ces êtres humains, quand même. Est-ce que tu connais des fourmis qui se réunissent, qui disent, tiens, ce soir, je vais au Paname, on va s'éclater, j'ai des bonnes histoires. Les fourmis, elles font pas ça. Bah, elles viennent au Paname, mais pour bouffer les miettes. Elles viennent pas au Paname pour raconter. Il y a que l'être humain qui a cette, cette nécessité-là. C'est pour ça qu'ils se sont trompés quand ils disent c'est pas essentiel. C'était la plus grosse connerie de com de l'année. Oui, la culture non essentielle. Mais oui, c'est juste une énormité. J'espère qu'ils ont viré le mec de la com qui a sorti cette connerie, qui a été relayé et tout ça, parce que c'est juste, tu peux pas dire ça. C'est l'essentiel de l'être humain. On fait un métier qui est génial. On est des créatifs. Il y a rien, c'est ce qui nous différencie de toutes les bestioles qu'il y a sur cette planète, a priori. Peut-être que les baleines arrivent à chanter ensemble et à frétiller de la queue au milieu des océans, mais à part ça, a priori, on est les seuls à quand même à venir au Paname pour pouvoir déconner, quoi. Ouais. Et c'est pas compliqué d'être humaniste en 2021? Le monde va mal. On le sait bien, l'être humain arrête pas de se foutre sur la gueule et on a un patriarcat qu'on finit pas de crever avec des modèles on est à mon avis dans une sorte de transition qui prend du temps de cette mondialisation qui se met en place depuis quelques dizaines d'années, qui s'accélère avec Internet, avec tout ça, et que tous les modèles de société sont en train d'éclater. Et donc il y a des résistances de tout poil, si j'ose dire, et voilà, et donc de remodéliser une morale qui va se baser sur les restes de ce qui était avant et de toute cette volonté de liberté, d'expression, et on en fait partie, nous, de cette capacité de s'exprimer, hommes et femmes qui viennent sur scène dire des choses. Donc je pense qu'on est dans une sorte de remodélisation de la planète Terre. Alors à moins qu'on se fasse tous péter avant, ça c'est capable. Mais voilà, donc là il y a des phénomènes de résistance qui sont intéressants, qui donnent du grain à moudre à nous autres humoristes. Parce que y a plein de gens ridicules quand même, et ils sont pléthores, voire légion, je sais pas, mais en tous les cas. Effectivement, on me dit oui, mais l'essor de l'humour en ce moment, bah ouais, forcément qu'on a besoin de rigoler. Vous avez vu, ils sont tristes à mourir, tous ces gens qui arrêtent pas de s'entretuer. Donc c'est un peu c'est mauvais signe en quelque sorte pour la société dans sa globalité, si les gens ont besoin de rire. Non, pas non, c'est bon signe. C'est juste qu'une société qui se marre, c'est une société qui va bien. Et nous, plus on a envie de se marrer, ça veut dire que on a envie d'exulter tout ça. Et mine de rien, il y a de plus en plus de nanas aussi qui viennent. Donc le monde patriarcal, il est gratigné de partout. Pour moi, c'est une de mes luttes, tu vois, donc on est sur un papier féministe. Féministe, j'ai toujours été dans l'âme. C'est pas nouveau. Un match d'impro, c'est 3 garçons, 3 filles qui improvisent sur les thèmes du public ou le thème de l'arbitre. Donc, de base, moi, la société, elle est composée de 50% d'hommes, 52%, 48% d'hommes et 52% de femmes. Donc, il y a déjà plus de nanas que de mecs. Ok, on a réussi pendant plusieurs milliers d'années à les mettre sous cloche, ces nanas. Maintenant, elles font péter le plafond de verre. Et va falloir et là, on va être dans la discussion. On va être il va falloir négocier. Tu vois, là, on est 3 mecs autour de la table. On est encore un peu loin du compte. Mais un jour, il y aura des nanas qui seront là. Mousse sera peut-être transgenre. Et tu vois, il va se passer des choses. On ne sait pas ce qui va se passer. Pas sûr. Pas sûr. Mais après, je te dis ça, moi, tu fais ce que tu veux. Mais... Et dans l'évolution de la société, il y a aussi les réseaux sociaux. Et comment t'as vu, toi, l'arrivée de ces réseaux sociaux et en quoi ça diffère pour écrire une vanne ou la présenter? Mais tu vois, on est dans ce truc d'internationalisation des choses. C'est que le réseau social, du coup, tu touches des millions de personnes. Potentiellement, tu touches des millions de personnes. On est une société de 67 millions d'habitants, 68, là où je sais plus combien on en est. Donc, même si t'es un petit Français de base qui manie la langue, t'es potentiellement, avec les réseaux sociaux, tu peux toucher quelques dizaines de millions de personnes. Si déjà t'en as 1 ou 2, c'est bien. Si t'en as 500 000, déjà, t'es content. Mais ça décuple ma capacité à me faire entendre et à me faire voir. Et si tu as ta singularité, que t'arrives à trouver quelque chose de singulier, et c'est là où
notre métier change, où notre métier demande à acquérir d'autres compétences, qui est de savoir être devant une caméra, de savoir faire un petit scénar, de pouvoir improviser dedans, de trouver des concepts. Là, on parle même plus de texte et tout ça, on parle de concepts. On parle de manière de se montrer, de se donner à voir et de se faire entendre. On est loin du stand-up à écrire et tout ça. Mais si tu fais stand-up et donc tu as des capacités à écrire, à créer des petites histoires, peut-être que c'est bien aussi de savoir les rendre ou trouver des astuces pour être sur Internet. Aujourd'hui, on voit bien que pour remplir une salle, c'est pas les médias. C'est pas les médias classiques, je dirais. C'est pas les médias papier. C'est pas la télévision encore. Elle peut avoir un effet positif. Au niveau local, si. Enfin, je pense les journaux locaux. Enfin, la presse locale. Bon. Ouais, la presse locale. Alors, mais il faut que ça soit relayé avec un lieu local qui fait déjà comédie club, et c'est encore tout neuf. Ça, c'est encore. Il y a pas dans toutes les villes. Alors les grandes villes s'y sont mis. Alors là, Jamel, il a lancé un truc. Il a eu. C'est ça que je lui reconnais. Jamel, il a un sens de l'histoire qui est incroyable. Ce mec-là, pour moi, il sera vu par des historiens, par le comédien du 21e siècle. Il a changé la donne. Il a ouvert des espaces d'expression qui sont très très forts. Il a changé la donne de ce qu'il y avait à un moment donné. Et on est passé au 21e siècle grâce à lui et il a toujours eu le sens d'être. Il est toujours en avant. Il a toujours été en avance d'un métro sur plein de choses. Et donc là, j'ai eu grand respect pour son intelligence intuitive de ce qui se dit à cet instant. Avec Jamel, vous avez fondé la Fondation Culture et Diversité, je crois. Alors, on l'a pas, c'est pas nous qui l'avons fondé, c'est Marc Ladré-Lacharrière et Éléonore Ladré-Lacharrière qui ont fondé cette fondation. Et si tu veux, un jour j'étais avec Jamel qui me dit, tu sais papy, j'ai quand même eu une chance inouïe de te rencontrer, de pouvoir faire de l'impro. C'est vraiment là, j'ai tout appris sur à ce moment-là. Il dit, t'imagines si on faisait faire de l'impro à tous les collégiens de France et de Navarre. Et là, tous les deux, on s'est mis à rêver que tous les collèges de France et de Navarre. Je dis, ouais, ce serait génial. Je dis, mais Léon, il faut un paquet de blé pour faire que les compagnies et tout ça. Et il dit, et donc il a appelé Marc Ladré de Lacharrière en lui expliquant le projet, qu'on voulait développer ça. Ce monsieur est venu dans un atelier à Trappes pour voir ce que c'était que l'impro. Il a trouvé ça génial. Puis porté par Jamel, qui était quand même une sorte d'ambassadeur, donc il était bien content d'avoir un ambassadeur comme lui avec lui. Et donc on a créé effectivement le trophée Culture et Diversité. Aujourd'hui, il y a 1200 gamins qui font de l'impro grâce à ce trophée, 22 compagnies, un nombre de collèges conséquent sur la France, et on fait des rencontres régionales, départementales, régionales, et des phases finales à Paris tous les ans. Et cette année, ça va se faire à la Comédie Française. Donc là, c'est un scoop, les gars. C'est un scoop. Parce que là, on est en train de mettre notre discipline à un très très haut niveau. Super, c'est génial. Ça va dépoussiérer un peu la Comédie Française. Pas du tout, parce qu'elle est déjà pas mal dépoussiérée, mais on a cette image poussiéreuse, et en fait, et alors, quand tu vois ce qu'ils y font, et notamment Éric Ruff, qui te dit, mais papy, Molière, il faisait que d'improviser, il improvisait beaucoup et ça faisait partie de son truc. Après, il y a ses collègues qui écrivaient les textes et lui, il les retouchait, mais il dit, au départ, c'était un vrai improvisateur de plateau. Donc, il dit, mais c'est normal que vous ayez votre place ici. Et donc, quand t'as des mecs comme ça qui sont reconnaissent ta discipline et disent, mais elle fait partie intégrante du théâtre, de notre histoire du théâtre, c'est énorme. C'est énorme pour la discipline de Mage d'Impro, qui est une discipline jeune encore. Tu penses que, les conservatoires qui à travers la France, ils sont sensibilisés un peu ou pas? Alors, il y a des gens qui leur ont donné un peu l'alerte en disant, parce qu'une fois j'étais dans un truc où il y avait que des conservatoires, des écoles, et c'était à Limoges où le directeur du CDN du Toit me fait venir et je fais un atelier d'impro avec plusieurs gens qui viennent d'écoles, même internationales et tout ça. C'était très sympa. Et donc il y avait cet aéropage de directeurs de conservatoires, d'écoles internationales du théâtre, machin. Et le mec dit, mais là dans la salle il y a un mec qui s'appelle Papy. C'est peut-être lui l'avenir du théâtre. C'est peut-être pas nous. Donc tu vois, il commence à se dire,
L'autre là, parce qu'il dit les prochaines vedettes, ils viennent peut-être de son école à lui, pas de la nôtre. Oui, les profils sont différents. C'est-à-dire que Les profils sont différents. Puis moi, je crois vraiment que dans nos banlieues, il y a une ressource humaine qui est sous-exploitée. Tu vois, et que aujourd'hui, il y a des gens, enfin, je suis plus tout seul, mais il y a plein de gens issus de la banlieue, qui sont quand même extrêmement brillants, qui ont des choses à dire. Et ça, c'est là, Jamel, je lui tire mon chapeau sur ça, parce que ça fait partie des premiers à révéler cette intelligence-là et à dire non, mais attends les gars, ça va pas se faire sans nous. Et que aujourd'hui, effectivement, tout le côté underground de ça, et puis surtout, c'est de prouver que c'est rentable, que c'est bankable, qu'un Jamel, il est devenu de RMiste, il est passé bankable plus. Ça, c'est génial. Dans l'économie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien au Paname Café, il y a une économie de l'humour qui existe, il y a une vraie économie. Venez dépenser votre argent à Paname Café en buvant des coups et en regardant les copains qui vous font rire. Je fais de la pub, les gars. Là, c'est super quand tu parlais de l'arrivée de l'impro comédie française, je te sentais ému. Ouais, je suis super ému parce que pour moi qui bataille depuis 30 ans pour cette discipline-là, d'avoir à un moment donné la reconnaissance du monde institutionnel, et tu peux pas faire mieux, parce que là t'es en haut du truc, où on dit mais c'est super ce que tu fais, papy. Franchement, ça m'a touché vraiment profondément, et de me dire ouais, le mec dit non mais tu fais partie de notre famille du théâtre, et ça c'est plutôt chouette quand même. Et par rapport au stand-up, je veux savoir, est-ce que tu penses que c'est un art qui est pas encore reconnu à sa juste valeur, qui est un peu pris de haut par certains, ou ça commence à faire sa place vraiment? C'est-à-dire que là c'est compliqué parce que maintenant c'est difficile de passer à côté de l'humour. D'ailleurs, tu vas voir, toutes les émissions de télé ont des humoristes, toutes les émissions de radio ont le chroniqueur humour. L'humour est un peu partout quand même, hein. Alors peut-être trop, peut-être pas bien, peut-être machin, mais n'empêche que on voit bien que, je te dis, il y a une vraie économie de ça. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ça. Avant, il y avait l'émission d'humour du dimanche, il y avait coup d'humour le soir, ou un chroniqueur qui faisait un petit truc. Aujourd'hui, tu as des émissions de télé. Je crois que d'ailleurs même vous faites une émission de télé. Oui. Tu vois, donc non mais maintenant il y a Tartampion humoriste qui fait son émission le samedi à telle heure sur la chaîne. Le stand-up vient des États-Unis. Oui. C'est fermé là-bas. Bravo. Mousse, tu Ouais. es parfait. Comme le jazz, tu vois, il y a des trucs. Oui. C'est fait là-bas. Il y a un stand-up français ou c'est encore de l'américain pour toi? Alors après, le stand-up, c'est une vraie technique. C'est-à-dire que tu prends un micro, t'es habillé normal, tu sors du public, tu viens raconter un truc qui t'est arrivé, et voilà, et tu es dans un rapport au public qui est simplement, c'est comme si on était des potes et on se raconte des histoires. Bon, après c'est hyper bien écrit, c'est rodé, t'as des vannes toutes les 2 secondes, c'est hyper construit et tout ça. Mais n'empêche que le principe c'est celui-là. Les Américains, ils ont commencé ça il y a 40 ans, donc on est un petit peu, nous, ça reste une dizaine d'années, donc on reste encore un peu jeune dans ça. Il y a des gens qui s'y... Et après, on est français. Alors ça, c'est un problème quand même quelque part, parce qu'on est cartésien. Et que du coup, on n'a pas cette spontanéité à l'américaine. On n'a pas cette spontanéité. On n'a pas le show à l'américaine. Tu fais waouh, les gens font waouh. Hey les gars, ouais, vous êtes là. Et donc du coup, il y a ce truc de participation du public qui est pas la même. Et si t'es nul, et waouh, t'es nul et machin, et ça part dans tous les. Nous, on est quand même respectueux à peu près du public et du. Donc on n'aura pas ça. On cherche à le faire. Hein. Vous êtes là, machin. Bon, alors toutes les ficelles, faites du bruit, voilà. Donc on peut en 10 phrases, on peut trouver les 10 phrases. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, il y en a qui sont amusés. Donc dans la salle. Voilà, par applaudissement, enfin tous ces trucs-là que moi j'en peux plus. Les gars, trouvez autre chose parce que là c'est, tu vois, enlever les pieds, je sais pas, faut trouver d'autres trucs à dire. Comme quoi, comme par exemple, si t'as une piste à donner à un jeune humoriste pour. Non, je révèle pas mes trucs. Je ne dirai rien. Même sous la torture. Arrête Mousse, même sous la torture. Ah, de lui mettre des coups de pied. Ah. Et non, du coup, il y a pas ça. C'est-à-dire que une fois que t'as éliminé tous ces trucs-là, le stand-up, c'est vraiment un art particulier, du micro à la main, micro-main.
Nous, on a une tradition de sketch du personnage. Tu vois, si on monte un peu, voilà, on a quand même cette tradition-là, et on est quand même l'écriture de la langue. On a de la culture et on a du verbe. Donc, il faut faire une sorte de compromis. Qu'est-ce que ça va être alors, on a la gouaille. En plus, il y a toute cette mouvance banlieusarde qui est venue avec ses verbes à eux, enfin lancé par Jamel, qui a une vraie poétique pour le coup, lui, avec des digressions, avec des façons de réemployer des mots à la place d'autres, et que ça passe. Enfin voilà, il y a des mécaniques qui se sont mis en place. Donc oui, il y a forcément un stand-up à la française qui va avoir. Après, on est très cartésien, donc nous, il faut qu'il y ait de l'argumentaire, que ça fasse sens, qu'il y ait une introduction, un développement et une conclusion. Donc ça, c'est un peu des fois pas assez organique. C'est pour ça que je parlais du clown tout à l'heure, où tu vas retrouver de l'organique. Un Marc Fraise, il est essentiellement sur le personnage. L'organique, c'est pas du stand-up. C'est un seul en scène. Oui. Parce qu'il y a un personnage qui nous raconte une histoire et tout ça. Et qui a un mode de fonctionnement baroque et burlesque et tout. Mais on peut dire que oui, c'est du burlesque, mais le burlesque, c'est inventé par les Américains, mais c'est du burlesque à la française. Tu as vu du stand-up aux États-Unis un peu ? Non, parce que je suis très mauvais en anglais. Et donc, j'ai pas... Non, j'ai pas en espagnol. En espagnol. Un peu meilleur en espagnol. Parce qu'il y a une chanson qui était qui s'appelait Papi Chulo. Papi Chulo. Ah oui, non, après, moi, on l'a fait pas. C'était un hommage. Est-ce que c'était un hommage déguisé à ton travail? À moi, tu vois, absolument. Ça a été négocié, j'ai vu dans la réplique. Et Papy fait de la résistance aussi. Il y a eu des films sur moi. Super film. Bah, bien sûr. Et non, parce que, est-ce que justement, par rapport, pour juste l'opposition anglais-français, est-ce que le fait de parler, de faire son texte en anglais, c'est plus facile qu'en français? Parce que la langue française, c'est vrai qu'elle est plus, en termes de grammaire, est plus soutenue. Alors, la grammaire est plus soutenue, mais même, c'est comme les chansons en anglais, ça sonne autrement. C'est-à-dire que, pareil, c'est comment je fais sonner ma langue, et c'est vrai que l'américain, les expressions, la sonorité même de la langue fait que ça va être forcément différent, rien que pour ça. Parce que nous, on va pas accentuer au même endroit. On va pas avoir des fins de phrases de la même façon qu'eux. Et puis, on n'a pas ce côté chaud. On est loin encore de cette capacité. Alors, il y en a il faut avoir une énergie incroyable. Et puis, eux, si tu veux, ils ont une éducation de la comédie musicale qui commence dès le plus jeune âge. Donc, ils ont le chant, beaucoup de chant. Mais non, mais les mecs, ils bossent comme des fous. Nous, on est tous des grosses feignasses à côté. Le chant, non, mais en plus, c'est vrai, c'est des vrais bosseurs. Les mecs, ils arrivent, ils sont danseurs, ils sont chanteurs, ils font de la comédie musicale, tu vois, ils sont dans le show permanent. Ouais, c'est-à-dire qu'un acteur là-bas, c'est chanter, c'est danser. Ah ouais, mais Monsieur Fraisse, il est un peu comme dans ce cas-là, un peu. Tu trouves qu'il est un peu américain dans sa façon de travailler? Américain, je sais pas. Fraise, c'est du Fraise, donc Marc, il est dans ce qu'on peut penser dans une mouvance clown burlesque à la française, genre Tati. Tu vois, depuis Tati, pour moi, il n'y a pas eu un mec qui avait ce niveau d'humour, de situation qui perdure, qui prend des nuances complètement folles, et il est capable de parler d'un lave-vaisselle et ça va tenir pendant 10 minutes et ça va partir très très loin, mais quelque part à la française, dans le sens où il y a un truc sociétal derrière. Il y a quelque chose qui se dit sur le rapport à l'autre. Il y a tout ça en filigrane. Il y a quand même ça. Il y a le clown qui est en train de faire le con sur scène. Puis derrière, il y a aussi tout ce sous-texte en filigrane. Et Marc a cette capacité aussi à lancer quelque chose, à pas être dans la blague, à lancer quelque chose qui va faire rire, mais il va pas donner la solution. Il va lever une problématique, mais il va pas la résoudre. Là pour le coup, il est pas très cartésien. Madame Fraise, donc c'était son spectacle. Vous l'avez travaillé ensemble? Ouais, exactement. Combien de temps vous avez mis pour trouver Là, il y a eu quand même un peu les histoires de Covid, de machin, mais ça, c'est 2 ans de travail, de réflexion, de discussion autour du personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Comment on perd pas l'ADN de Monsieur Fraise, mais
c'est Madame Fraise et donc c'est un autre personnage, c'est autre chose, c'est une autre forme corporelle, donc ça a été beaucoup de discussions, de vraiment, mais bon, peut-être ça c'est de notre côté français pour le coup, où on a besoin de réunions et de discuter et de manger en discutant, parce que le repas est important. Et sachez-le, mesdames, messieurs, au Paname, on peut aussi manger. Ouais, super. Et alors, juste savoir un peu s'il y a des projets pour 2022. Est-ce que tu peux annoncer hein? Oui. Là, déjà, je travaille avec d'autres personnes, tu vois. Il y a Stan à la Nouvelle Scène le mercredi à 21h, qui a un univers sur si les œuvres d'art pouvaient nous parler, qui est juste un ovni. Mais d'une densité incroyable. Je l'ai croisé, on a parlé, on est parti voir le spectacle, pardon, je t'interromps. Je t'en prie, non mais Mousse, tu fais comme chez toi. de Siama. Ouais. De Laurent Siama, et je l'avais vu, on avait commencé à discuter, il m'avait dit qu'il avait un spectacle à la rentrée. Et qui est vraiment étonnant et qui est génial. Donc ça, c'est le samedi à 21h à la Nouvelle Scène. Il y a Prisca Desmarais dans Vrai. Alors elle vient justement de la comédie musicale américaine. C'est une voix incroyable. Et elle vient de l'impro, elle a une capacité de jeu tellement étonnante, et je suis super content parce que c'est un trio pour le coup. Il y a 2 musiciens avec elle, et elle nous emmène dans son univers, et c'est juste magique. On en prend plein les oreilles, plein la vue, plein le cœur, parce qu'elle raconte aussi cette aventure de femme comédie musicale et tout, et voilà, une palette de jeux complètement monstrueuse. Donc ça, c'est le jeudi et le vendredi à l'Archipel. Et il faut absolument aller les voir parce que je suis super content parce que j'ai Arnaud Demanche à l'Apollo, pas loin d'ici, qui est lui dans un humour sociétal très un dandy anarchiste de droite fabuleux. Et la Comédie Française. Donc là on est pour quand là le 23 juin, je crois. 23 juin 2022. Ah, ouais, super. Et donc non mais c'est génial parce que des gamins de toute la France qui vont venir, on va leur faire rentrer là-dedans, ils vont être dans la salle Richelieu et ils vont faire un match d'impro à cet endroit-là. J'avoue que je suis assez content de moi. Félicitations. Merci Bravo. les gars. Et merci d'avoir été avec nous, Papy, aujourd'hui. Et puis on se retrouve. Oui, merci pour ce podcast. Bientôt, forcément. Forcément, on se recroise. On se recroisera au Paname ou ailleurs. Et encore merci à Cindy Moustachi. Ma Cindy. D'avoir filé le 06 qui nous a permis de faire ce super podcast. Demandez à Cindy pour mon 06. Toujours demander à Cindy. N'hésitez pas. Merci Papy. Salut les gars. Merci d'avoir suivi ce podcast. Salut messieurs, dames. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Le Pitch Club.